Vous revoilà déjà. Prenez-vous plaisir au malheur de l'autre? Signore, vous savez, la parole est à moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Et je suis prêt à faire la moitié du chemin pour vous entendre. Votre haine m'étonne. C'est étrange. Vous avez conçu une idée de moi avant même de me connaître. Et vous ne voulez pas en déloger. Ce serait comme admettre une erreur. Et aussi bien nous reconnaissons aisément aux autres l'avantage du courage, de la force, de l'expérience ou de la beauté, mais l'avantage du jugement, nous ne le cédons à personne, n'est-ce pas? Je viens à vous pour vous aider, pour vous aimer. Quoi que vous en pensiez, hérétique ou non, croyez-moi, mes intentions sont pures. Il y a 50 vicieuses intentions à une action pure, mon père, non? Qu'appelez-vous intention vicieuse? Regardez-moi, Mersenne, voyez où j'en suis. On me brûlera bientôt, peut-être. Et ceux-là qui me brûlent, ne pensent-ils pas faire action d'amour et de vertu? Ainsi fait, ils vous cherchent à vous sauver de vous-même. N'est-ce pas qu'ils ont saisi la vertu de manière étrange, de façon qu'elle en devienne vicieuse? Car ils l'ont embrassée d'un désir trop âpre et violent. De même que les yeux se troublent à monter tout à coup vers une grande lumière, comme à dévaler vers l'ombre. Essayez donc de venir à moi sans amour, Mersenne. Et ne recherchez pas la conversion, car tel que je suis, je puis mourir d'être apparemment trop aimé. Si vous pouvez accepter ce pacte, nous parlerons alors, et d'égal à égal, ou presque. Après tout, je me dis que si nous avons besoin d'une sage-femme pour nous mettre au monde, peut-être avons-nous besoin d'un homme encore plus sage à nous en sortir. Et entre tous les fous que je vois ici, vous êtes le seul qui puisse un peu jouer ce rôle. Je vous en saurai gré. C'est entendu. Je vous écoute. Bien. Je suis arrivé à Paris à la fin de l'année 1613. J'avais été recommandé par mon ami, Adrien de Saint-Luc, comte de Crémaille. Votre ami, dites-vous? Je l'y tiens encore, tant ses marques de confiance furent multiples et bonnes. Après tout, n'ai-je pas été le précepteur de son neveu, avec une honnête pension pour le jeune homme que j'étais? Il avait obtenu de son frère, monsieur l'abbé de Redon, à présent évêque de Marseille, de me recommander auprès du maréchal de Bassompierre afin d'approcher la reine. Où sommes-nous, monsieur? Nous sommes au manège de Pluvinel, où notre petit roi vient régulièrement s'exercer au dressage des chevaux. J'ai déjà parlé de vous à la reine. Je vais vous présenter. Mais n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, je suis votre protecteur. Et vous ne quitterez pas ma maison. Eh bien, monsieur le maréchal, vous êtes en retard. Et j'ose espérer qu'au soir de vos batailles, on ne pourrait vous en faire le reproche. Je prie votre Altesse de m'excuser, mais je sais bien que vous me pardonnerez, car je vous amène un des plus brillants espoirs de la science qu'il m'ait été donné de rencontrer. Vous souvenez-vous de ce jeune prêtre que monsieur de Redon m'avait recommandé? Eh bien, il vient d'arriver en France, il est ici. Je vous l'amène. Et seule sa compagnie a réussi à me distraire de ma ponctualité naturelle. Étant militaire... C'est donc vous, Vanini. Vous êtes bien jeune pour un savant, et de trop belles figures pour être prêtre. Vous êtes donc italien, monsieur? Oui, votre Altesse. Quant à être savant, mes 28 ans font ce qu'ils peuvent pour servir l'Église. Et ils ne sont plus si jeunes. Quant à la beauté, je vous demande merci. Elle pâlit à vos côtés et ne m'offre que le désavantage de paraître léger. En voilà donc un qui se plaint de ce dont Dieu lui a fait grâce. Nenni, madame. C'est un grand ornement que la beauté, et un outil de merveilleux service, notamment aux personnes élevées en tel degré de fortune comme vous l'êtes. La beauté, mon ami, la beauté... À la vérité, elle est bien plus fière de se prêter à votre condition plutôt qu'en d'autres, plus viles et plus basses. Elle sait du moins que vous ne vous en servirez pas pour parvenir, puisque vous avez tout, et de naissance. Majesté, monsieur de Vanini a raison. Certaines gens font commerce de leur apparence. Une fin si abjecte est indigne
de la faveur des Il est livres. fait d'une haute âme que de savoir condescendre à entendre la vérité quand celle-ci vous flatte. Mais dire de votre naissance qu'elle vous donne à tout, c'est réduire de trop vos mérites, surtout de la part de gens de peu. Monsieur, considérez combien chacun de nous a eu de prédécesseurs. Riches, pauvres, rois, valets, grecs et barbares. Et quand vous seriez 50e descendant d'Alexandre, ne serait-il pas vain de faire valoir ce présent de la fortune? Il y a tant de noms et conquêtes au total ensevelis dans l'oubliance. Tant d'hommes plus qu'enterrés. Eh bien, Vanini, vouliez-vous me demander quelque chose? Majesté, je fais une conférence en Sorbonne lundi prochain. Sera-t-il possible que vous nous honoriez de votre présence? Pour tout vous avouer, messieurs les jésuites pour qui je travaille verraient d'un bon œil le signe politique qu'ainsi vous lanceriez. Majesté, mes seigneurs, il n'est pas de combat si violent entre les philosophes et si âpre que celui qui dresse sur la question du souverain bien de l'homme, duquel, par le calcul de Varro, naquirent 288 sectes. Je veux montrer ici comment l'Église et sa sainteté le pape ont su trancher le débat en énonçant une vérité qui ne souffrit aucune contestation. Mais que dis-je une vérité? La vérité. Regardez la reine. Ne dirait-on pas une Or, statue? toute connaissance s'achemine en nous par les sens. Ce sont nos maîtres. Odeur, lumière, saveur, mesure, poids, mollesse, dureté, couleur, polissure, largeur, profondeur. Voilà le plan et les principes de tous les bâtiments de notre science. Et selon aucun, science n'est autre chose que sentiment. Regardez donc un peu comme le jour vient se prendre dans ce vitrail. Ce sentiment, dont nous percevons la présence en nous comme nous percevons la présence d'une pierre en extérieur, voilà la meilleure preuve de l'existence de Dieu. Amen.